La radiodiffusion-télévision française présente Joé Bousquet, témoin de la condition poétique. Avec le concours de Martine Sarcey, Jean Negroni, Roger Blin et Michel Bouquet. Témoignages de Suzanne André, Yannette de l'Étang-Tardif, Alain Robbe-Grillet, Jean Cassou, Carlos Suarez et Albert Béguin. Production de Hubert Juin, réalisée par Alain Barou. Il n'y a pas de nom qui convienne tout à fait au mal du soir, comme s'il était interdit à la pensée d'en être la confidence. Celui qui y est sujet ne saurait en relever une image. Il ne faudra même pas que j'essaie de me le représenter quand j'aurai cessé de le ressentir. Je me souviendrai que ma vallée s'est enfoncée dans un affaissement du sol où se formaient des brumes malsaines, les rêves que j'avais faits dans la nuit précédente et que tout le jour j'avais oubliés. On dirait une remontée du sol, isolant la terre où il était enfoui, une humeur de lumière qui épaissit la brume au lieu de l'alléger et pèse sur mes yeux, les immobilise, comme pour ramener sur moi le sommeil de la nuit passée. Comment lutterais-je contre le mal du soir? Il ne ressemble à rien et je ne le vois pas venir. Mais tout ce que je reconnais en aggrave la peine et me la rend à la fois plus irrésistible et plus obscure. Ma tristesse ressemble à ces humeurs calavéreuses qui désolent la terre où elles sont enfouies. Ne me vient-elle pas des rêves sinistres qui ont gâté mon dernier sommeil? Est-ce le regret d'Alice que j'avais connue fillette et à qui je ne pense presque jamais? Dans le moment où elle me fait le plus de mal, il me semble qu'elle n'a pas de sens et que la terre la recouvre. Cette douleur ne passera pas si je ne trouve aucun moyen de la retenir. C'est un chagrin qui ne veut pas être et qui jamais ne dormira. Je ne sais même pas comment cette tristesse a commencé. Était-elle restée sur moi après les rêves sinistres qui ont agité mon dernier sommeil? L'amie de ma jeunesse est morte, mais je me retrouvais après 20 ans dans la chambre où nous nous étions aimés et où je l'avais attendue tant de fois. Mon amie n'y était-elle jamais entrée vivante? J'étais désespéré comme un revenant qui n'arrache à l'oubli que le décor de son amour. Cependant, je souffrais. Et ma douleur était plus grande que moi. C'est alors que j'ai compris pourquoi j'avais ouvert un peu par hasard ce cahier. Je voyais mon ami avec les yeux de l'esprit. Cette vision n'est pas faite pour me mettre au monde, ni pour accomplir mon bonheur. It goes like this. Ce n'est plus que dans mes écrits qu'elle peut être avec moi. Dites donc, si l'amour était un complexe, mais au ras de cette terre désolée, ce rayonnement, est-ce enfin l'orgueil comme un soleil? J'avais tant douté. Je sais aujourd'hui que je suis un de ces hommes inutiles qui sont nés pour souffrir, qui, les mains dans les poches, regardent la mer en sifflotant « It goes like this », parce que la mer, ce n'est rien du tout. Les hommes qui sourient quand on prononce le mot désespoir et qui font vite, sur la pointe des pieds, quelques pas pour se sentir de nouveau seuls. Ils s'entre-regardent quand ils se rencontrent. On imprime parfois ce qu'ils ont écrit. En général, ils sont déjà loin ou morts, s'ils ont de la chance. Il ne faut pas dire qu'ils ont du talent. Leur pensée n'avait tant de violence que pour les frapper, eux, les premiers. Ma peine est un appel, le long appel du sang qui voudrait m'éveiller dans l'univers qui ne connaît que mon amour. Mon enfance dansait dans tes propos de folle. À chaque instant, ma vie est là, comme une sorcière consultant son miroir dans mes yeux. Toi qui n'es pas une chose, toi qui es belle comme l'accalmie, toi qui te retiens à grand-peine de poser un doigt sur tes lèvres, amour qui parle à ma pensée.
Il y a 5 ans, le 28 septembre 1950, s'éteignait à Carcassonne le grand poète Joé Bousquet. Avec lui disparaissait une conscience des lettres françaises. Joé Bousquet ne fut pas seulement un poète prestigieux, un poète armé de toute une cargaison d'images et de raisons, de risques et de proies, mais il fut un enchanteur de la condition humaine, nous donnant à aimer dans le prisme de l'humain toutes les insolites dimensions du vertige, de l'irrationnel, de la bonté. Cette vaste contrée encore inexplorée dont parlait Apollinaire, c'est bien là qu'il faut situer cette statue foudroyée qui, ne pouvant plus parler pour un corps dont la guerre l'avait privé, parla pour le réel entier. Le 28 septembre 1950, une lumière qui n'avait durant 30 ans cessé de veiller au fronton du péril poétique s'éteignit. Une lumière dont il convient aujourd'hui d'accepter l'héritage. Ce que fut Joé Bousquet, il appartient aux siècles qui viendront de le dire. Il est difficile de mesurer quelqu'un qui fut la littérature elle-même, n'étant plus dans son absence de vie physique que la vie du langage. On a dit qu'il n'y avait dans aucune littérature d'équivalent à son œuvre. On a dit que dans son amour hérétique pour un monde dont sa blessure l'excluait, il avait renoué l'ancienne alliance entre les éléments et l'homme. Il parlait le vent et la pluie. Il parlait les femmes aimées, il parlait l'histoire, et son langage allait devant lui frayant la voie royale du verbe. C'est de ceci que Jean Cassou, qui fut son ami, entend témoigner. Mon amitié avec Jo Bousquet remonte très loin, peut-être à une trentaine d'années. J'étais en effet tout jeune, je débutais moi-même dans les lettres, quand j'ai reçu un jour la lettre d'un inconnu de province qui m'envoyait un manuscrit et me demandait de le lire. Ce manuscrit s'intitulait « Il ne fait pas assez noir » et je le lus avec beaucoup de surprise et de curiosité, et je me rappelle que j'écrivis à son auteur en lui disant mon sentiment et en lui faisant quelques observations, en lui disant que je trouvais à ce texte quelque chose de massif, d'immobile, qui me gênait un peu. Et alors il m'écrivit en me disant que j'avais vu juste, que j'avais senti une réalité, et il me raconta son état, c'est qu'il était justement condamné à l'immobilité depuis la balle qu'il avait reçue à Verdun. Et c'est à partir de ce moment-là que commença notre amitié, une amitié qui s'établit par correspondance. Ça ne pouvait pas s'établir autrement avec Bousquet. Une longue correspondance dans laquelle le tutoiement s'introduisit à un certain moment. Il venait de perdre alors un de ses amis les plus chers, Estève, qui était professeur de philosophie au lycée de Carcassonne et qui avait eu sur sa formation philosophique une très grande influence par tous les entretiens qu'il ne cessait d'avoir quotidiennement. Et Estève aimait tellement Bousquet qu'il avait refusé des postes avantageux, qu'il avait en somme interrompu sa carrière pour rester auprès de Bousquet. Et puis alors Estève venait de mourir, et c'est à ce moment-là que, écrivant mes condoléances à Jo au sujet de cette douloureuse séparation, je le tutoyais. Cette amitié d'Estève, qui avait pour lui la chaleur de la présence, eh bien, c'était pour lui une perte capitale qu'il fallait compenser par un redoublement d'affection, même si celle-ci se produisait de loin, était ce que nos chers troubadours appelaient « amor des lognes ». En effet, cette forme d'amitié que l'on pouvait avoir avec Jo se situait en dehors des lieux communs. C'était une amitié dégagée, désencombrée, décantée, véritablement un dialogue d'âme à âme. Néanmoins, elle était aussi jalonnée de rencontres réelles à l'occasion de voyages dans la région de Carcassonne. J'ai donc connu la chambre de Jo Bousquet, cette chambre qu'on a souvent décrite avec ses épais rideaux tirés et ses petites lumières. Il ne faisait jamais assez noir, en effet, pour Jo Bousquet. Définitivement condamné
à une vie anormale, il avait voulu qu'elle le fût totalement. C'est ainsi que son expérience spirituelle a été une des plus parfaites que l'esprit ait jamais pu concevoir. Un des sonnets que j'ai écrits en prison est adressé à Jo. Dans la nuit où j'étais plongé, eh bien, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui pouvait se comparer et s'adresser à lui. Je vous disais que je n'ai pas eu seulement avec lui de ces sortes de correspondances, mais que j'ai connu la chambre de Carcassonne. Quelquefois, en effet, il m'était donné de sortir de ces voies spirituelles pour déboucher sur le chemin de la chambre de Jo. Sa maison était une de ces bonnes maisons de province avec un grand portail et sous la voûte un écriteau et une flèche indiquaient la direction de la chambre de Jo Bousquet, de sorte que l'on pouvait, d'où que l'on vint, et sans aucun introducteur, accéder jusqu'à sa porte. Je frappais de son lit, j'entendais sa voix crier « Qui est là ?» Je me nommais, entre Jean et nous reprenions tout naturellement une conversation commençait, nous ne savions plus où, si c'était dans une lettre précédente ou simplement en esprit et dans quelques points situés hors du temps et de l'espace. Mais je pourrais continuer longtemps à vous parler de Jo Bousquet. Laissez-moi vous dire que son souvenir, ses livres, son amitié, son extraordinaire génie poétique ont été pour moi une prodigieuse faveur de la vie et demeure un de mes biens, un de mes plus chers et précieux trésors du cœur et de l'esprit. Joé Bousquet, hier un visage, une présence que beaucoup de jeunes poètes purent approcher et avec quelle déférence, quelle dévotion. Aujourd'hui, un nom qu'il faut défendre contre l'oubli. Non que l'oubli puisse avoir raison d'une telle œuvre, réduire une telle leçon. Il s'agirait de défendre Bousquet contre une certaine occultation, plutôt, et craindre que son nom ne soit pas, comme il faudrait, mis en lumière. Joé Bousquet était en relation épistolaire avec ce que la France compte de plus sûr en fait de valeur littéraire. Il prodiguait ses conseils, ses critiques, et par des lettres toutes vibrantes, toutes emplies de chaleur humaine et d'affection, touchait au cœur les vertus de la littérature contemporaine. Ses livres furent lus par toute une jeunesse qui cherchait, passé les orages du surréalisme, de nouvelles raisons de ne pas désespérer de l'humain. Et quel exemple lui proposer à cette jeunesse? Quel exemple plus riche, plus convaincant, plus remarquable que celui qu'incarnait entre les hauts murs de Carcassonne ce poète que le monstre d'acier avait en vain tenté de foudroyer. Victime de l'injustice et des hasards de la guerre, le poète avait réussi ce miracle de métamorphoser en vie offerte ce qui finalement était une mort atroce aux joies de l'amour du monde. Homme réduit au perpétuel état d'allongé, Bousquet sut faire résonner si haut son amour pour le monde que ce qui devait l'exclure, tout au contraire, fit de lui la passion de la vraie vie. Et les cris qui courent au long de son œuvre, quelle résonance ils prennent en notre époque troublée. 1000 nuits, plus longues que 1000 ans, pour me forcer à cet aveu, mieux vaudrait pour moi n'être jamais né. Et ce n'est pas mon infortune physique qui a fait mon désespoir. Au contraire, j'ai dû de grandes consolations à mon malheur humain. Il serait devenu le suprême refuge de mon espoir si on pouvait être un homme et mettre en même temps un espoir quelconque dans sa vie. Une blessure horrible m'a enlevé tous les moyens de me perdre. Et je sais que l'acte d'exister à lui seul nous perd et qu'il consomme quelque hideuse expiation. Je me suis abusé aussi longtemps que je l'ai pu, vivant à la manière des hommes normaux, puis me déprenant non de leur joie, mais de mes maladives imitations. Ou bien inventant une existence hors des jours qui se rendait séduisante, mais n'y parvenait pas sans d'horribles secours. Je n'existais jamais qu'à moitié. Toutes mes pensées étaient la proie d'une façon plus monstrueuse d'imaginer l'existence. Je ne serais entré dans ma chair qu'en trouvant des façons de tuer la vie à sa source. Le mythe le plus beau, le livre le plus immoral,
ce sacrifice compris et consenti sans désir, à force de charité, une créature peut en sauver une autre. Cet homme parlait trop. Il fallait le bâillonner avec des questions bien choisies. Il a fini par avouer le tourment de son esprit. Il adorait les femmes, voulait les trouver toutes dans une créature plus belle que le jour, et devant celle-ci, se sentir aussi misérable et déchu qu'un enfant décrépit. Mais il ne voulait qu'escroquer la charité maternelle de cette créature élue. Hanté par le désir de la posséder, mais ne voulant que son corps, et se la soumettre en l'arrachant à son sexe, la dévêtir, s'enivrer de sa beauté, mais ne la posséder que crucifiée, à l'image de l'homme qui la tenait captive. Joé Bousquet naquit à Narbonne, dans l'Aude, le 19 mars 1897. Son père était médecin-major et à la suite d'une mutation, toute la famille vint en 1900 s'établir à Carcassonne. C'est au lycée de cette ancienne capitale cathare que Joé Bousquet se livra non sans un dédain de bonne aloi à des études qui se terminèrent à son avantage. De cette enfance, il fit dans Le Roi du sel une fable. Le village de Saint-Souris, c'est la mythologie des enfances de Joé Bousquet. À Saint-Souris s'était écoulée ma petite enfance. La résolution de m'en éloigner entre les vacances était déjà prise quand une fièvre typhoïde avait menacé de m'y enterrer. Des enchantements devaient me guérir. Ma bonne et ma nourrice s'enfermaient avec moi et récitaient des oraisons à l'envers, tandis que mon aïeule, grande renifleuse de catastrophes, cousait mon linceul et faisait repasser ses robes de deuil. Après une guérison réputée miraculeuse, demeuré cependant idiot et muet, je reçus les soins d'une troisième femme qui s'appelait Mélanie. Elles me rendirent la parole. Redevenu un enfant, puis un adolescent normal, j'entrai au lycée et à chaque changement de saison, passais mes vacances à Saint-Souris entre mes grands-parents et les deux veilleuses qui m'avaient guéri. Je n'ai jamais quitté ce village sans dévorer des larmes. Je m'imaginais n'y aimer que les agréments des eaux mortes et n'ai jamais, en ce temps-là, rencontré à l'intérieur des terres une touffe de jonc, une eau opaque, sans trembler de tous mes membres et lever les yeux vers le bleu du ciel comme si je m'étais attendu à y voir glisser une voile. Les mois d'études passés, je grimpais dans un wagon et après peu de route, croyais descendre dans le seul endroit du monde qui ne comptait que des habitants heureux. Le jour et le soir, ce qu'on y mangeait, ce qu'on y entendait, la peine même, il y avait alors la saveur de l'inespéré. Peut-être à cause de ceux qui m'y accueillaient ou parce qu'un grand tas de ténèbres y avait longtemps tenu ma place, je redécouvrais chaque rue comme si elle s'était anéantie en mon absence. Allant et venant dans Saint-Souris, je croyais m'envelopper dans la lumière d'une apparition. Je n'avais plus mon âge. J'y menais mon amour, et le nez baissé aussitôt qu'on me parlait pour mieux recueillir le chant, toujours le même, qui traversait les voies. Marchant ensuite dans le vent qui me pétrissait le visage, aussi fier que si j'avais, à force de me sentir présent, éternisé les terres, les façades, les oliviers et toutes les apparences rêveuses de qui je recevais la vie. Mes regards parcouraient les trottoirs irréguliers où poussaient de grêles fleurs jaunes. D'un perron à une entrée de cave, illuminant ce qu'ils voyaient, ils en buvaient la lumière, comme pour en toucher dans mon cœur l'éloignement impénétrable. J'allais, sans l'atteindre jamais, vers la clarté intacte dont se revêtent les maisons dans les yeux d'un enfant. Il a 17 ans. L'Europe, sous la pression de menées convulsives, brusquement devient un brasier où fer et sang, dans une clarté d'apocalypse, s'entendent pour meurtrir l'homme dans sa chair et dans sa dignité. Comme une traînée de poudre, les flammes de la guerre s'étendent partout. Joé Bousquet devance l'appel et s'engage dans l'infanterie.
Nommé aspirant, il commande bientôt une section du 146e d'infanterie. Cette section est composée surtout de condamnés de droit commun, sur lesquels Bousquet parvient à prendre un extraordinaire ascendant, à tel point qu'il deviendra par la suite impossible de le muter. Son courage en impose, et l'élégance qu'il met à braver la mort le rend légendaire. Il monte au front le 23 août 1916. En 20 mois de combat, il obtient la Croix de guerre, 2 palmes, 3 étoiles, la médaille militaire, la Croix de la Légion d'honneur. Verdun, des combats, des citations. Puis cela a été le fameux printemps de 1918. L'issue fatale approchait, je la voyais venir. Au Mont Kemmel, où j'ai eu une très émouvante citation, déjà j'avais failli être pris ou tué au cours d'une affaire où j'avais été très imprudemment engagé. Je m'en étais tiré avec des écorchures et une balle dans le col de mon manteau. Puis, cela a été le dernier repos dans l'Aisne. L'ordre d'alerte est arrivé. À minuit, le 27 mai, des camions sont venus nous prendre, nous ont déposés dans une calme campagne de printemps au lever du jour. Cette dernière vision des arbres et des blés verts, et qui jamais, tu entends, ne s'est imposée avec autant de violence qu'en ce moment où je t'écris. Il faisait très chaud dans le bois de chêne vert que nous avions traversé pour prendre position. J'aurais voulu m'arrêter. L'angoisse de mon cœur me faisait aimer davantage le murmure léger des feuillages étendus dans leur odeur de soleil. Et je croyais que c'était cette angoisse qui m'empêchait d'aimer ce spectacle et d'en jouir davantage. Au débouché du bois, il y avait un officier d'artillerie blessé, en conversation avec notre colonel, un peu pâle. Toute la ligne avait sauté. 10 divisions allemandes s'étaient ruées dans la brèche. Il y avait quelques régiments pour les arrêter. On a engagé 2 compagnies qui se sont fondues. À 5 heures du soir, j'ai reçu l'ordre de me porter à leur secours. J'ai déployé mes hommes sur un plateau couvert de culture. Les premiers obus arrivaient. Les blés étaient si hauts qu'on ne voyait plus ceux qui étaient tombés, détachés par un flocon blanc des petites colonnes avec lesquelles ils progressaient. J'avais reçu cet ordre cruel qui tient en peu de mots et qui dit tant: tenir coûte que coûte. Je comptais des yeux les hommes qu'il fallait faire tuer avec moi. Au péril de leur vie, des hommes m'arrachaient au champ de bataille. Tenant chacun un coin de la toile de tente où j'étais étendu, ils utilisaient avec présence d'esprit les accidents de terrain, s'entendaient d'un regard pour se glisser avec leur fardeau sous les abris de feuillage et n'en mettaient pas moins tous leurs soins à m'éviter les chocs d'un transport sous le feu. Je regardais mes bottes sans y reconnaître la vie. Mon corps était avec moi, comme un chien mort. Un souvenir, une sensation ne suffisait plus à y véhiculer la vie. La voix d'un camarade n'y était plus qu'une voix. Un pas n'y était plus qu'un bruit de pas. Dans une autre nuit, où la nuit me donnait accès, s'était formé un silence pour accueillir le mien et se confondre avec lui. Toute mon adolescence et ma courte jeunesse, j'accordais une grande attention à mes souliers. Bizarre attachement qui préfigurait peut-être la longue mélancolie de vivre nu-pieds. Peut-être goût fétichiste que toute mon existence expie, et ne suffit même pas expier entièrement, puisque je rêve d'eau claire ou purifier mes pieds nus. Aucune raison n'avait pu me décider à monter en ligne sans mes bottes. Plus sage, plus résigné, mes camarades faisaient à l'avance la part du pillage, et avec des moletières de cuir que l'ennemi raflerait en cas de capture, ils chaussaient de modestes souliers qu'ils étaient sûrs de conserver. Porter comme moi des bottes, c'était tenter le diable, consentir l'alternative cruelle de se défendre jusqu'à la mort ou d'entreprendre en chaussettes la marche du captif. Des bottes de cuir rouge ont disposé de mon sort. Je croyais ne les chausser que par un souci d'élégance. Or, je ne les regardais même pas. Étendu après le choc dans la toile de tente où l'on m'emportait,
Je croyais les voir pour la première fois. Elles paraissaient bourrées de coton, gonflées de vent, entrées déjà dans une vie où je ne les suivrais point. Des bottes, un maillot de bain, une pierre couleur d'œil perfide. Sait-on jamais avec quelle partie de notre corps nous voyons ces choses? À travers quelle obscure raison de notre histoire? Le rêve est plus réel que la vie éveillée, parce que l'objet n'y est plus jamais négligeable. Le revolver, l'aiguille et la pendule y résument des événements qui sans eux ne seraient pas. L'événement et l'objet y sont interchangeables rigoureusement, comme dans ces aventures accomplies et toutes jugées où une chambre d'hôtel raconte intégralement un crime que l'imagination policière est incapable de réinventer sur le champ. Et lisant des histoires criminelles ou des pages de Raymond Roussel, nous sentons le frisson de l'homme entrer par le biais de rapports fictifs dans la plus exacte et la plus nécessaire de ses fonctions. En décembre 1919, il est ramené dans la maison de famille, à Carcassonne, et pénètre dans une chambre d'infirme qui deviendra l'un des hauts lieux spirituels du demi-siècle, dans une chambre qu'il ne devra quitter que 31 ans plus tard, le 28 septembre 1950, jour où la ramasseuse de sarments, c'est ainsi qu'il nomme la mort dans l'un de ses récits, viendra l'arracher à la vie qu'il s'était faite. Cette vie, c'est vivre l'existence du réel à la place de l'existence du corps. La chambre de Joé Bousquet à Carcassonne, il faut l'avoir connue pour réaliser ce que réellement elle fut. Plongée dans une pénombre perpétuelle, les murs troués d'éclaircies qui étaient de grandes œuvres de peintres modernes, Max Ernst, Yves Tanguy, René Magritte, Hans Bellmer, ainsi repliés autour d'une petite lampe, elle donnait l'impression de voguer au sommet de la nuit. Joé Bousquet était le veilleur de ce navire spirituel. Autour de son lit, des hommes éminents et de jeunes écrivains suivaient avec passion le déroulement d'un monologue qui soudain les troublait par l'ardeur intellectuelle qui en émanait et tantôt les faisait rire par l'humour que, comme peu d'autres, Bousquet savait manier. Sa conversation était inoubliable. Nous avons demandé à des familiers de cette chambre, Yannette de l'Étang Tardif et Carlo Suarez, de bien vouloir nous parler de Joé Bousquet et de son œuvre. Je voudrais évoquer l'ardeur spirituelle, la force d'âme, le côté nocturne et brûlant de cette existence lentement élaborée au fond d'elle-même, avec une discipline intellectuelle indomptable. En effet, sans cette volonté de mener sa conscience à la lumière noire qui désaltérait indéfiniment ses fièvres et ses songes, Joé Bousquet n'aurait pas survécu à sa blessure. Les lois physiologiques se trouvèrent défiées, violées par cet enfant de 20 ans qui ne cédait à la vie que l'énormité qu'elle exige de l'homme une fois pour toutes, naître. L'auteur du mal d'enfance était un être si exceptionnel que sa destinée, si cruelle qu'elle fût dans ses conditions physiques, ne se laissait envisager par aucune considération habituelle. Tout en lui, l'homme et l'œuvre étaient extraordinairement originales. Ces livres sont l'histoire de cette existence étrange, une confidence sans fin, une innombrable déclaration d'amour. Quels étaient donc ses pouvoirs? Ce n'est pas sans déchirement que j'évoque ma première visite à Carcassonne après une merveilleuse correspondance de plusieurs mois. Le beau visage pâle rayonnait dans les ombres de la chambre, brillant d'intelligence, de tendresse, d'attention avide. Les mains claires, nerveuses, accompagnaient avec agilité la surprenante promptitude de la parole. Ah, c'était merveille de surprendre cet esprit dans son fonctionnement, l'intelligence incarnée, les trésors d'une culture sans cesse étendue, renouvelée, interrogée. C'était inouï de voir comment cette magistrale turbulence pouvait soudain s'assourdir dans un songe tremblant, à peine chuchoté, au cœur de la nuit, quand la solitude, la douleur ou l'amour reprenaient possession de leur poète. Dans cette chambre, il travaillait la nuit à donner une voix et une destinée à son corps cloué sur place. Quelle vie! Ni roman, ni journal intime, ni récit, ni exactement poème en prose. Quel nom donner à ces textes? Ils sont peut-être les fables de la connaissance de soi, les légendes les plus proches de la vie psychique. L'amour y tient une place élémentaire,
Ayant compris comment on revient de la mort, il tenta, avec l'amour, le même système astral. Il se parlait à lui-même dans l'illusion des murmures et ne faisait appel à la présence que pour découvrir en elle, comme les marais sur les plages, l'impondérable trace de ses survivances. La conquête était pour lui une nécessité vitale. Chaque femme qu'il a aimée le redonnait à un insatiable état de grâce. Tout cela, ces livres, quand on sait les lire, le diront indéfiniment. Il n'en est pas une page qui ne rende compte de cette unité hors du temps et de la réalité de la vie pour elle-même. Jo Bousquet fait partie de notre univers le plus intime et le plus intérieur. J'entends sa voix qui murmure, sans qu'on sache s'il s'agit d'une fleur, d'une femme, d'une pensée ou d'une nuit. Nous aimons celle qui nous donne du réel un sentiment accru, qui, comme les songes dans le sommeil, fait à elle seule la preuve de toute l'existence. Je pense qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'ordre de profondeur où se situe Bousquet. Voici un corps mortellement atteint à 20 ans par une balle dans l'épine dorsale. Et il se trouve qu'il lui faut à ce corps toute une vie pour finir d'agoniser. Au cours de ces longues années, la conscience qui se dégage de cet être fauché se trouve avoir à sa disposition le prolongement d'un tempérament vivace et un cerveau prodigieusement outillé. Ne sachant plus où situer la réalité de son être, cette conscience commence par s'efforcer de nier l'évidence. Elle n'y parvient pas et renonce à ce mensonge. Dès lors, la voici agrippée à tout ce qui s'était rassemblé pour la nier elle-même, pour l'expulser du réel. Graduellement, elle parvient à ceci. Elle comprend que la vérité du monde est enveloppée dans le fait que le monde est. Mais, ajoute Bousquet, chaque homme a le droit de se demander comment, objet de cette magnifique expression « vérité », il parviendra à penser ce qui l'agit et à être, jusque dans sa propre pensée, dans ses amours, dans ses habitudes, dans sa nourriture spirituelle et matérielle, à être jusque dans la profondeur de sa conscience une incarnation de son propre destin. Telle est l'équation que posent la vie et la mort de Bousquet. Elle est essentielle, et c'est pour cela qu'à mon sens, il est trop tôt pour en évaluer la portée. Elle comprend d'ailleurs des éléments fort nombreux, parmi lesquels on aurait tort de négliger la curieuse petite agitation des cancans carcassonnés qui se donnaient la comédie dans cette chambre de malade. On aurait tort également de ne pas mettre en relief le personnage de Bousquet devenu célèbre dans son lit. Bartissol, Malplat ou Edgar Poux coexistent selon les jours avec Max Ernst ou Saint-Augustin, les ragots du cercle du commerce avec Hegel ou Saint-Jean de la Croix. Il y a en ces juxtapositions de futilités et de méditations, de chroniques humoristiques et de très savantes spéculations, une coïncidence frappante du sensible et de l'intelligible, et une collision du contingent et de l'essentiel, comme le choc en retour d'un regard, comme si ce regard n'était que la lumière d'objet que reflète une absence. Puis, seul, dans ce silence, qui pour lui était plus qu'un silence, légué par ses amis à sa vie profonde, dans cette solitude nocturne dont il fut l'un des rares à sentir tout le poids charnel, Bousquet écrit, ou lit, ou médite. Lorsque sa main ne saisit pas l'un ou l'autre écrit récent dont il fera bientôt un compte-rendu vif et pénétrant dans sa chronique des Cahiers du Sud, c'est tout naturellement qu'elle s'attarde aux reliures des pères de l'Église, de Duns Scott, de Thomas d'Aquin, de Raymond Lulle. À l'aube du XIVe siècle, Raymond Lulle avait le poil gris, la mine vénérable. Sa barbe descendait jusqu'à la pointe de son bréchet. Un jour d'hiver, appuyé sur son bâton de route, il allait à Paris afin d'entendre Duns Scott, qui, fort jeune et déjà tout près de sa mort, professait en Sorbonne. Les plus récentes nouvelles de la croisade avaient bon air. Les églises étaient blanches, elles étonnaient les yeux. Plus un édifice paraissait fantastique, plus la pierre lui était légère. Une construction attardée à figurer les élans de l'amour et les détours de la peur élevait toutefois plus haut que le vent sa grappe de cloches. Il y avait dans ce défi au bon sens un secret aussi indéchiffrable que la rigueur ardente des carillons, le mieux gardé de tous les secrets. À force d'obéir à sa nature,
Le granit respirait dans une raison où l'œil ne parcourait que du rêve. Beaucoup de ces cathédrales attendaient encore leur toiture. Elles ne connaissaient plus leur hauteur à force de s'élever dans la démesure. Lulle interrogeait l'énigme de l'existence. Les solutions de Bonaventure et de Thomas le mettaient mal à l'aise. Ces théologiens avaient décrit l'être, ils avaient professé que la pensée croit le découvrir, mais qu'elle en étreint seulement l'analogie. Le kabbaliste catalan se débattait dans un chaos d'évidence. L'austérité de ses raisons rend bien l'ampleur des orages qu'elle avait eu à renverser. Sa pensée aurait forcé la marche du soleil si tous les fidèles d'Occident l'avaient partagée avec lui. La présence infinie enveloppe l'intelligence de soi. Tout ce qui nous accroît anéantit les malentendus de la raison et nous charrie vers plus de clarté. La connaissance est une grâce de l'être. Elle en est un état comme l'espoir. Hélas, se répondait le kabbaliste, à la condition qu'il n'y ait qu'un seul et même être pour ce qui est créé et pour ce qui crée. Or, l'être divin est à la fois essence et substance. Nous n'en aurons jamais qu'une connaissance équivoque. À livre ouvert, il pratique l'anglais et l'espagnol, le latin et le grec. Ou encore, s'il est seul et s'il n'écrit pas, il interroge longuement les œuvres de ses amis peintres et laisse ses yeux y chercher des rêves dont il fera son plus secret enseignement. Dessins de femmes des livres des mosquées minérales. Des chevelures démêlent les écumes souterraines du charbon. Une rigueur extrême administre ses flux et reflux. Tout le réel s'ajuste, tout l'imaginable. Et hors de ce qui se représente, il n'est que des fictions. Le regard est le balancier de l'existence depuis que tout est pesé sur les délires du jeu. Le spectateur manifeste une vérité pleine et qui s'ignore, dont rien n'est retranché, rien d'extérieur, rien d'intérieur. Lèvres du ventre et primes vert du noir, l'étude de l'avalanche et les phares et du cuir, toutes les inflorescences nouvelles accentuent la certitude sans prix que la vie est un scandale pour la raison. Mais leur fourmillement équilibré et sidérant vient de ce que deux univers l'engendrent à la fois. Ce qui produit l'homme, ce que l'homme produit. On a longuement discuté, tant va la cruche critique aux obscurités de l'exégèse, sur le point de savoir ce qui, en Bousquet, était surréaliste, était existentialiste et quoi platonicien. Mais lorsqu'on sut mieux les lectures du poète, force fut d'accepter toutes les rigueurs d'une exégèse d'école, et non plus de qualifier un message si nourri du beau mot, du mot vague de poésie. Mais fallait-il attendre si longtemps? Il suffisait de comparer une poésie qui attendait du langage et des expériences faites sur le langage que le réel se manifesta. Il suffisait de comparer cette poésie de la connaissance du soir à l'utilisation dépouillée du langage devenu voix commune, ainsi qu'on le voit dans certains poèmes de Bousquet, tels que cette danse fable. Il s'en faut d'une parole qu'elle est l'âme comme avant. Elle court où les jours volent. Elle est née avec le vent. Ses lèvres chantent pour elle. Tous les oiseaux du couchant brûlent ensemble leurs ailes à ce qui luit dans ses chants.
Les heures suivent son ombre. Elle les voit dans les fleurs, ne devinant qu'à leur nombre qu'elle était tout dans leur cœur. Elle est grise et se dit folle, et danse à fermer les yeux. Un cœur bat dans ses paroles. Nul ne sait où sont ses cieux. Comme un astre dans ses branches, sa candeur étreint les soirs dont elle est la rose blanche. Il faut l'aimer pour la voir. Une larme la ramène à la lumière des jours, où l'homme instruit de ses peines l'enfant qu'elle est, pour toujours. Et dans le vent qui chemine, c'est la nuit blanche des pleurs, dont la lumière orpheline a vu le jour dans le cœur. À comparer, comme le fit René Nelly, cette poésie fermée à cette poésie ouverte, l'on pouvait fort justement apercevoir ici tout un problème du langage posé dans ses rapports avec l'être et la connaissance. Ce problème fut dominé par la méditation du poète sur l'événement qui fit de lui ce qu'il fut. Comme il aimait à dire, il était né pour incarner sa blessure, cette balle qui, traversant ses poumons, lui fracassa l'avant du corps vertébral, l'abandonnant aux rives d'un adieu définitif aux joies du monde. Et peu, cependant, portèrent si haut l'enchantement du réel et l'amour de la vie. On ne te demande pas de vivre, écrivait-il, mais d'aimer la vie en acceptant qu'elle ne soit rien, et n'est un peu de vérité que par cet amour. Et ce si difficile amour, il en fit l'étoile de son cœur. Il n'a ni droite ni gauche, un squelette en quête de ses os. Si seulement il pouvait dire « je pleure » et que ce ne soit pas une façon de parler. On dirait que son corps est fait avec les larmes des autres. Il est la déchéance de ce qu'il aime. Son cœur, rien que de battre, le blesse. Mais il existe une femme si belle que son malheur ne le suit pas jusqu'à sa porte. C'est elle qui l'endort. C'est elle qui l'éveille. Après quelques coups de tonnerre, il a plu. Il pleuvait. Des clartés enjambaient les arbres, tiraient à travers l'orage des filets pleins d'oiseaux lyres. Il n'a pas reconnu le pain qu'il mangeait. Il n'a pas reconnu le bruit d'une porte battant dans le noir. J'ai su que la joie passait tout feu éteint. Je le lui ai dit. Mais il dormait, le souffle égal. Alors j'ai détourné les yeux. J'étais ici. Ne me demandez pas de vous parler de moi. L'attention presque exclusive que le poète de Carcassonne porta durant ces dernières années au problème du langage prouve que c'est bien du discours que Bousquet voulait faire sa vie. Le médisant par bonté se livre énigmatique et les capitales se livrent clairs en fond froid. Suzanne André, qui rassemble et publie les inédits de Joé Bousquet, et Alain Robbe-Grillet nous affirment ce que furent les grandes lignes de cette dialectique. Qui était Joé Bousquet ? Il incarna la conscience de l'homme tant sa réflexion minutieuse, son urgente méditation courait à l'essentiel, n'admettait dans l'ordre de l'esprit que les découvertes, que les formules majeures. On eût dit que rien ne pouvait plus satisfaire cet homme au corps absent qu'une universelle étreinte, que la vie en lui se montrait si acharnée qu'à toute force il fallait que la mort en eût peur. Le monde de Joé Bousquet est le monde de l'évidence. Rien ici qui ne soit clair, ne soit de transparence et de neige. Qui dit évidence ne dit pas facilité. Il en va du contraire.
et on le voit bien avec Traduit du silence ou Le fruit dont l'ombre est la saveur. Ces deux titres, mais surtout le second, car le premier s'adresse au langage, puis, un peu à la façon de Jean Duns Scott, à l'être. Ces deux titres, c'est Bousquet presque entier. Il entraîne les esprits, comme l'écrit Maurice Blanchot, vers un gouffre dont seule la chute peut à chacun mesurer la profondeur. Il les force à entendre des paroles négatives. Au lieu de les vouer à un langage dont s'embarrasse la mémoire, il les prépare à cet autre langage qui rend muet, qui fait apparaître l'inutilité de toutes les paroles. Joe Bousquet fut l'enchanteur d'une impitoyable rigueur, celle qui force l'homme à sortir de lui pour vivre ce qui le blesse, pour incarner ce qui le tue, pour tendre la main à l'ombre à laquelle il devra le salut. On peut lire dans son œuvre le développement de toute cette mythologie des profondeurs de l'âme. On ne tardera pas à découvrir un réaliste dans cet homme acharné à saisir le réel, l'ombre et non la proie. De ses pages en prose à ses poèmes, il y a peu de marge. Il était l'homme d'un seul univers sans cesse parcouru, sans cesse à nouveau englouti, à nouveau découvert. Son œuvre a des accents impitoyables. Elle renvoie dos à dos les rhétoriqueurs et les terroristes, pour employer les termes de Jean Paulhan dans Les Fleurs de Tarbes. Quoi de plus nuancé que ce talent? Dès que le réel apparaît, il se dresse, agit, parle. À des textes en profondeur, on peut confronter certains autres, tels ceux qui composent l'énigmatique médisant par bonté. On ne connaît pas encore de remède aux calomnies de Germain. Agon a reçu par erreur la visite du parquet. Il l'excuse, au lieu de le disculper, invoque publiquement son exemple pour condamner les lois. Il feint de couvrir son corps pour montrer où on doit le frapper. Si on le rabroue, il fait le naïf, se rétracte avec maladresse, démentant avec une hâte injurieuse l'activité subversive de son ami. Il prononce cet adjectif avec effort, comme s'il le découvrait, et ressemble à travers tout ce patarinage à un chat qui joue avec un encrier. Germain est intelligent, c'est-à-dire qu'il a mis sa bêtise dans la poche. Il s'en sert à l'occasion comme d'une pierre pour blesser quelqu'un dans le dos. Après, il pleure sur le mal qu'il a fait, s'en accuse pour empêcher qu'on l'oublie lui-même. Sa peur de disparaître est si grande qu'il préfère l'injure au mépris. Quand il regagne sa chambre, la nuit, en longeant les boutiques encore éclairées, ses lèvres remuent. Il se pose des questions et se répond avec le front, avec les joues, avec le nez. Il a la laideur mobile et inexpressive des serviteurs qui ont appris l'obéissance aux muscles de leur visage. Ou bien, sûr de n'être pas vu, il a ri de tout ce qu'il sait en montant son escalier. Se dit que le Rassou était un homme de devoir, se le répète en se regardant dans la glace, et comme s'il avait laissé ses pensées dans ses pas, se détourne d'elles, commence à parler à ses paroles, avant de les suivre dans le sommeil. Joe Bousquet était immobile. Toute sa vie d'adulte, il l'a vécue immobile. Sa blessure lui est d'abord apparue comme un accident. Mais très vite, il l'a dominée de telle façon que sa vie et son œuvre se sont absolument identifiées avec cette immobilité. Car cette œuvre, il ne l'a pas accomplie contre cette immobilité, en dépit de cette immobilité, mais au contraire avec et par cette immobilité. C'est difficile, écrit-il dans La neige d'un autre âge, c'est difficile à faire comprendre aux autres que je ne vis pas comme eux. Ils sont dans l'espace comme les poissons dans l'eau, pas moi. Je suis un trou dans le lit du fleuve. Cette expérience dramatique, Bousquet n'a pas voulu la faire pour lui seul. Et plus peut-être que par ses œuvres profondément poétiques ou romanesques, c'est par ses réflexions quotidiennes dans lesquelles il s'acharne à nous faire comprendre sa situation qu'il se montre irremplaçable, car sa situation n'est qu'une image cruelle de celle même du Créateur. Le monde sensible qui l'entoure n'est plus comme le rêve ou le souvenir que la matière à laquelle il doit donner son âme pour la sauver du néant. Il est prisonnier dans sa chambre, il est condamné à l'inaction par la balle qu'il a reçue, mais c'est lui, en fin de compte, qui donne une existence organisée à sa prison. C'est lui qui rachète, au hasard et au chaos,
cette balle perdue qu'il a brisée. Il n'est plus ici question d'insuffler après coup une conscience à des phénomènes ayant déjà leur vie propre. Sans ce rachat, la matière ne saurait avoir aucune forme. Bousquet découvre enfin qu'il s'est lui-même infligé cette mutilation. Du même coup, la création littéraire se trouve libérée pour lui du souci de décrire ou de témoigner. Le reportage exige de son auteur consciencieux un déplacement physique où l'essentiel est toujours plus ou moins dissous dans l'effort de l'escalade. C'est une expression que Bousquet emploie. Telle qu'il l'a définie, la création est au contraire inséparable de l'emprisonnement. Cet emprisonnement dont l'orne d'ailleurs volontiers l'imagerie populaire, le poète dans sa tour d'ivoire, Sade dans son cachot, Proust dans sa chambre capitonnée de liège. On a voulu souvent limiter cette prison à une certaine qualité de solitude, presque toujours entendue comme solitude par rapport aux hommes. Il faut y voir quelque chose de plus, et même quelque chose de très différent quant à la portée. Non seulement un isolement plus grave, qui éloigne de façon tout aussi radicale les objets et les décors, mais encore cette dimension tragique apportée par l'interdiction de s'en rapprocher. Bousquet parle quelque part d'un paysage où il n'a plus les moyens de pénétrer, mais où il fait pleuvoir du temps. Les deux phénomènes, paralysie du créateur et vide de la création, apparaissent non pas comme juxtaposés, mais liés au contraire par une relation causale très stricte, comme si cette faculté de donner la vie ne pouvait aller paradoxalement sans une certaine incapacité à vivre, incapacité contre laquelle se révoltent ceux qui en sont frappés, bien sûr, bien qu'ils ne cessent en même temps de souhaiter à leur propre malheur un accomplissement définitif, si nous pouvions seulement prendre racine. Bousquet parle dans Le Meneur de Lune d'un paysage où il n'a plus les moyens de pénétrer, mais où il fait pleuvoir du temps. Les deux phénomènes, paralysie du créateur et vie de la création, apparaissent non pas comme juxtaposés, mais comme liés au contraire par une relation causale très stricte. Comme si cette faculté de donner la vie ne pouvait aller paradoxalement sans une certaine incapacité à vivre, dont la mort est à la fois le terme, l'image la plus parfaite et la dérision. La clé de l'œuvre de Bousquet, c'est l'amour. Dans cette inimitable lettre d'amour qui va de « Il ne fait pas assez noir » à « La neige d'un autre âge », on prête l'oreille. On entend la nuit n'être plus la nuit, mais se retrouver là où la seule nuit est profonde, entre les eaux, parmi cette chair qui s'offre au soleil, comme si le soleil était le silence du corps. On entend passer les grandes chevauchées du vent, à tel point que l'orage berce le sommeil de femme encore à ses enfants, pour pouvoir soudain basculer dans les barques pourpres de la rencontre des rencontres, du cantique des cantiques, l'amour. Bousquet avait la mort chevillée au corps. Et l'amour, qui ne se conçoit qu'éternel, lui faisait oublier que dans la nuit de ses eaux, la mort tenait ses assises, que, dans le silence du corps, les portes battantes de la nuit s'ouvraient sur la mort. Transparente, un regard l'efface, une larme la contient. Elle se montre le soir, l'embrasse sans la voir. Il a le poids de ses paupières. Dans une chambre Louis XVI que la pupille a tricotée blanche et plus haute que le naufrage, les mers affleurent à la coupure des miroirs. Un voilier les unit dans la peur d'une abeille. Le bois des panneaux frise et fleurit, s'ovalise, la reflète sans toucher le bord des jardins qu'elle éclot. Si petite, et tirant le fil d'un panier à ouvrage plus grand que la maison. C'est ta pupille. Sa chair d'avant le sang s'est fermée hors du soir. Le beau temps tremble sur elle, où ton regard répond qu'il ne fait noir qu'en tes eaux closes. De la pluie aux moissons, tout ce qui la respire, il imite ta peur de la nuit que tu es. Dans les ténèbres, issu du temps, court jusqu'à l'effleurer, comme sur l'herbe folle de la nuit incomparable, franchis l'ombre qui est ton ombre. Où ta pupille rit, c'est le printemps, elle s'incline, et tu es le nid d'une hirondelle qui l'entr'ouvre. Un soc s'est aiguisé à la lumière que tu sèmes, et il te viole avec tes yeux. Amande glacée d'une enfance où la nuit détale comme un chat noir, offrant ta chair en partage à sa pâleur que l'ombre coupe.
et les gouttes son surnom sur un gâteau de roi, où dure, elle est entrée avec les dimensions d'une fève. Elle du noir, pupille de la nuit vorace, la blanche par amour, comme l'herbe au vent et la mer fleurie, est la seule semaille qui ne noircisse pas au soleil. Cette existence recluse fut l'une des plus riches que l'époque moderne puisse nous proposer. Comme on l'a dit, l'œuvre de Joé Bousquet n'a pas d'équivalent dans notre littérature, ni même dans aucune littérature étrangère. Son œuvre naissait lentement. Chacun de ses livres est lentement extrait d'un prodigieux amas de notes qu'il ne cessait d'enclore dans une foule de cahiers et de journaux intimes. Son œuvre obéit à une nécessité. Elle doit peu à la détermination, et l'on peut dire qu'elle se suit ou se précède, chacun des livres de Bousquet n'étant à la fin que le fragment d'un ensemble écrit qui était l'exact miroir de sa vie. Cette extraordinaire ouverture spirituelle, cet appétit de l'âme font de cette œuvre le miroir de la condition poétique. Albert Béguin évoque cette passion et restitue cette œuvre aux clartés de l'intelligence. De 1918 à 1950, un homme de notre génération a souffert de sa blessure de guerre. Il a été la victime exemplaire. Il a été le héros de cette souffrance longtemps soutenue et de cette souffrance dont il a fait toute son œuvre. Ce qui est immédiatement remarquable dans la vie de Bousquet et dans le rapport de cette vie à son œuvre, c'est que cet homme qui était né pour le grand air, pour la marche, pour l'aventure, cet homme de conquête, d'affirmation, de puissance corporelle, réduit à l'immobilité, condamné au silence, retranché des hommes, ait cherché patiemment, longuement, les voies d'une autre communication, d'une autre aventure, d'une autre affirmation de soi. Pendant les 32 ans de sa souffrance, nous avons su qu'il y avait quelque part à Carcassonne ce représentant des générations meurtries, de l'humanité meurtrie, cet homme qui était le témoin de l'horreur de la guerre et qui protestait non pas en paroles contre cela, contre cette histoire qu'il avait meurtrie, mais qui protestait en essayant de construire un monde et de faire cadeau de ce monde aux autres hommes. Il y a sans doute dans l'œuvre de Bousquet, tout au long de ces livres qui sont de plus en plus clairs en même temps qu'ils sont de plus en plus profonds, il y a sans doute une sorte de protestation indignée contre le monde où il était né et ce monde qui lui avait supprimé toute une part, la plus belle de la vie des hommes. On trouve des lignes comme celle-ci dans Traduit du silence, par exemple. Ce monde est grotesque, et il faut bien qu'il porte son absurdité sur la face, puisque, sans en connaître d'autres, je peux le juger imparfait. Cette amertume qui parfois s'exprime dans la bouche du grand solitaire n'est pourtant jamais son dernier mot, ayant été réduit à cette vie immobile et retranchée. Bousquet ne s'est pas contenté de déplorer ce qui lui manquait, ce dont il avait été privé. Il a cherché, au contraire, à recréer quelque chose qui en fût non pas le substitut, mais qui fût la vraie vie, la vie plus véritablement vie que la vie elle-même. C'est ainsi que l'on peut trouver encore, dans ce même livre, Traduit du silence, des lignes comme celle-ci. J'ai fini par comprendre que la nature des choses me faisait une loi d'aspirer à la mort. Mais il ajoute aussitôt, et non pas parce que je suis moi, mais parce que je suis un homme. Et là est toute la différence.
Il aurait pu se plaindre et dire « Je suis condamné à la mort parce que je suis moi, Bousquet, avec ce destin particulier, l'infortuné entre les infortunés, celui qui a été désigné injustement pour souffrir. » Eh bien non, il fait déjà ce premier pas, ce pas considérable, qui consiste à dire « J'ai été frappé, j'ai été appelé à la mort, je suis tourné vers la mort, non pas parce que je suis moi, Joe Bousquet, mais parce que je suis un homme et que je représente tous les hommes dans leur destinée qui s'en va vers la mort. » Mais ce n'est là encore qu'un premier pas, qu'une première victoire remportée sur la souffrance, sur la blessure, sur la solitude. Il y en a une autre, c'est celle de la poésie. Et alors, Bousquet écrit « On ne représente pas les choses en les décrivant, on les achève, on leur fait prendre une forme. Car le monde est à créer, c'est sûr. Le monde est à créer. » Voilà à quoi devait arriver Bousquet pour être véritablement vainqueur de son destin. À cette conviction que, en se servant des vocables, en refaisant entièrement le langage, car il a été créateur d'un langage nouveau, il crée plus que simplement des formes d'expression ou de représentation. C'est le monde qui est à créer. Et la vocation de chacun de nous, du poète en particulier, mais de chacun de nous aux yeux de Bousquet, c'est cette vocation de création du monde. Et c'est ainsi qu'il peut dire encore, refusant l'image du poète maudit qui aurait pu être sa grande tentation, qu'il peut dire encore, on a tort de penser que le poète est un ange en exil sur la terre. Tous les autres sont en exil, sauf lui. Être arrivé, lui dont le destin était le pire des exils, a affirmé que seul il ne se sentait pas exilé. C'est un extraordinaire triomphe de la pensée sur le destin du corps. Mais il y a une dernière démarche de Bousquet qui va au-delà encore de cette certitude de n'être pas lui seulement un infortuné, de n'être pas lui seulement un exilé, d'être même le contraire d'un exilé. Se sentir au monde ne lui suffit pas, il faut encore que ce monde qu'il crée, ce monde au milieu duquel il se sent à nouveau apatrié, il en fasse don à autrui. Et c'est ainsi que, dans ce livre extraordinaire qui s'appelle « Le médisant par bonté » et où il fait défiler les personnages, il essaye de définir le personnage qu'il est lui au milieu de l'humanité ambiante. Une singulière exaltation le soulève, écrit-il. La vie s'introduit avec la vérité dans les personnages qu'il veut arracher à l'oubli, non pas cette vie d'emprunt qu'il aurait prêtée par des mensonges de complaisance, mais la vraie vie, lointaine et lourde, que l'on devine dans les mondes réconciliés. Il s'oublie lui-même, c'est le seul moyen de s'unir à ce qu'il devient et d'être tout entier la conscience de chaque instant. S'unir à ce qu'il devient, c'est-à-dire, pour Bousquet, devenir chacun des personnages qu'il évoque, s'oublier lui-même, oui, mais s'oublier lui-même pour rejoindre la vraie vie, celle de tous, et pour dire à tous que cette vie-là, cette vie que saisit la parole, est véritablement la vraie et l'unique. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter Joe Bousquet, témoin de la condition poétique. Avec le concours de Martine Sarcé, Jean Negroni, Roger Blin et Michel Bouquet. Témoignages de Suzanne André, Yannette de l'Étang-Tardif, Alain Robbe-Grillet, Jean Cassou, Carlos Suarez et Albert Béguin. Production de Hubert Juin, réalisée par Alain Barou.